ce que l'on ne veut plus voir sur nos terres. Merci Marie Bonisson. On va suivre bien sûr l'épopée de ce vaisseau fantôme qui nous intrigue tous. Alors nous poursuivions bien sûr cette émission. Nous allons ouvrir dans un instant notre débat qui porte ce soir sur l'avenir du nucléaire dans notre pays après la fermeture programmée de la centrale de Fessenheim. Faut-il aller plus loin et sortir complètement du nucléaire ? Mais avant de répondre à cette question, comme chaque samedi, notre camarade Gaël Legras nous emmène voir ailleurs ce qui fait l'actualité de l'autre côté de nos frontières. Et ce soir, on part pour l'Autriche. Là-bas, une station de sport d'hiver échauffe les esprits. C'est l'histoire d'une union contrariée. À ma gauche, Pitztal, à ma droite, Ötztal, deux vallées du Tyrol autrichien. Les stations de ski du Pitztal et de l'Ötztal désirent se marier, mais cette alliance déclenche une énorme polémique. Österreichs besten Skigebiet möchte man sich vergrößern, zusammenschließen mit den Nachbarn im Ötztal. Und diese Gletscherehe sorgt für Diskussionen. En effet, les travaux démoliraient 72 hectares de glaciers, mais ce n'est pas tout. Pour la construction d'une gare de téléphérique avec des restaurants et des bars, ce projet gigantesque de 132 millions d'euros envisage, selon le quotidien Die Presse, l'installation de 35 000 m3 de béton, le dynamitage de 750 000 m3 de roches, sans compter une liaison souterraine entre les deux domaines qui exaspère ce guide de haute montagne autrichien. Unter dem Platz, wo wir jetzt gerade stehen, sollte ein 600 Meter langer Skitunnel gebaut werden. Also da würden sie durch den Berg. Évidemment, de nombreuses voix s'élèvent contre la fusion Pitztal-Ötztal. Selon le président du club alpin autrichien, cette forme de tourisme n'est plus possible. La Kronenzeitung donne, elle, la parole aux commerçants. Sans tourisme, Pitztal serait une vallée pauvre et éteinte. Discours relayé comme il se doit par le directeur des remontées mécaniques. Wir sehen uns hier nicht als Naturschutzzerstörer. Wir nutzen die Natur ja, eigentlich hier speziell dieser nächsten Generation, einen Wintertourismus im Tal weiterhin betreiben zu können. La confrontation se teinte de mauvaise foi des deux côtés. À l'automne dernier, cette photo postée par le WWF évoquait la folie d'expansion du tourisme d'hiver alors qu'il ne s'agissait que de travaux préparatoires pour les pistes déjà existantes. Et, dans le quotidien Der Standard, pour parler de la suppression de 40 mètres de hauteur d'un sommet, les défenseurs du projet préfèrent utiliser l'expression « simple redressement d'un pic rocheux ». Alors oui, face à la fronde, les travaux sont pour l'instant repoussés. Mais souvenons-nous de la célèbre phrase de Baudelaire « La forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur d'un mortel ». Et, hélas, ça s'applique aussi à la montagne. Merci Gaël Legras, une pensée à tous les skieurs qui sont sur les pistes quand il y a de la neige, parce que ce n'est pas tous les jours le cas en ce moment. Alors place à notre débat, je vous le disais, la centrale nucléaire de Fessenheim, la plus vieille de notre pays, sera donc bientôt complètement fermée. Alors l'atome a-t-il vécu? Face au réchauffement climatique, peut-on se passer d'une énergie qui n'émet pas de CO2, de carbone? Alors pour en débattre, nous accueillons Valérie Faudon. Bonsoir à vous, vous êtes déléguée générale de la Société française d'énergie nucléaire. Selon vous, le nucléaire est nécessaire pour garantir une électricité bas carbone, justement, et atteindre nos objectifs climatiques. Yannick Rousselet à vos côtés, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé de campagne nucléaire à Greenpeace France. Selon vous, le nucléaire présente trop de dangers. Nous sommes en saturation de déchets radioactifs. Sortir du nucléaire permettra d'accélérer le développement des énergies renouvelables. Et pour lancer ce débat, eh bien, nous retrouvons l'ami Omar Ouaman. Bonsoir. Bonsoir, Omar, grand reporter à Radio France. Donnez-nous, s'il vous plaît, les clés de notre discussion. Vous l'avez dit, Benjamin, ce choix de fermer la centrale nucléaire de Fessenheim, une centrale qui a été mise en service en 1977, eh bien, c'était un choix politique, une décision prise par François Hollande dès son arrivée à l'Élysée en 2012. On écoute l'ancien président de la République. La centrale de Fessenheim, qui est la plus ancienne de notre parc, sera fermée à la fin de l'année 2016. François Hollande voulait une fermeture de Fessenheim pour 2016. Alors a donc eu lieu, mais avec 4 ans de retard. Emmanuel Macron, lui, ne compte pas s'arrêter là. Il veut réduire la part du nucléaire de 72% à 50% dans la production d'électricité du pays d'ici 2035. Pour cela, la France va devoir mettre à l'arrêt 12 réacteurs supplémentaires dans les 15 prochaines années. Yannick Rousselet, vous militez pour l'arrêt total du nucléaire civil, mais
Le nucléaire, c'est de l'énergie décarbonée. Comment on fait pour lutter contre le réchauffement climatique sans l'atome? Alors vous allez me corriger, c'est pas une énergie décarbonée. Je vais déjà corriger le premier terme, ce n'est pas décarboné, c'est faiblement carboné. Et ça, c'est important parce que, comme on voit la publicité d'EDF en permanence qui nous dit décarboné, on était obligé d'aller devant la juridiction pour contrer le discours permanent là-dessus. Justement, donc faiblement carboné, et là-dessus, évidemment, Valérie Faudon et moi, on sera parfaitement d'accord, l'urgence climatique, elle est devant nous, et ça, c'est un véritable problème auquel on a à faire face. Simplement, justement, il ne faut pas se tromper. Et pour nous, on ne veut pas prendre la peste à la place du choléra. Et aujourd'hui, la crise qu'on a par rapport à ces installations nucléaires qui maintenant arrivent à la fin de vie, au moment où les ingénieurs avaient conçu ces centrales, on leur a dit, voilà, prenez des matériaux, prenez des concepts pour être sûr que votre centrale tienne de 30 à 40 ans. Nous y voilà à 40 ans. Donc maintenant, il faut faire des choix. Autre élément, vous dites 12 réacteurs. Si on tient nos engagements sur la sobriété et l'efficacité, et on va continuer à avoir une consommation d'électricité qui va stagner ou diminuer. Donc il va falloir fermer beaucoup plus de réacteurs. Beaucoup plus si on veut tenir cet engagement. Donc il va falloir de fait se préparer à quelque chose d'un peu mieux préparé que Fessenheim, parce que objectivement, il va falloir éviter la crise sociale, la crise économique. Valérie Faudon, dites-nous, il y a quand même la question des déchets nucléaires qui se pose. Alors, ce qui est vraiment important, en effet, je confirme ce que dit Yannick, le nucléaire émet peu de gaz à effet de serre, il émet au même niveau que l'éolien. Donc même en France, on dit que c'est 12 grammes au niveau mondial en moyenne, mais en France, c'est 6 grammes. Alors, la centrale de Fessenheim, elle émet 6 grammes de CO2 au kilowattheure. Pour vous donner une idée, de l'autre côté de la frontière, c'est plus de 400 grammes. Parce que les Allemands, ils ont encore énormément de centrales à charbon, énormément de centrales à gaz. Et d'ailleurs, ironie du sort, alors que nous, on ferme Fessenheim, et ils ont demandé de fermer Fessenheim, le même mois, ils ouvrent une nouvelle centrale à charbon. Ouais. Centrale décidée avant la décision. Il l'ouvre. Valérie Faudon, vous voulez dire que le nucléaire, c'est la pire des énergies à l'exception de toutes les autres? Pas du tout. Alors évidemment, moi je travaille avec les ingénieurs de nucléaire, donc on est tous passionnés par cette énergie. Mais il faut voir que dans l'urgence climatique, on a besoin, aujourd'hui, 70% de l'électricité produite dans le monde, elle est faite avec des centrales à charbon et à gaz. L'objectif, c'est d'être à la neutralité carbone en 2050. C'est-à-dire qu'en 2050, on ne doit plus émettre de CO2. Donc pour cela, et tous les grands experts le disent, que ce soit le directeur de l'Agence internationale de l'énergie, le président du GIEC, ils disent on a besoin de toutes les solutions nucléaires et renouvelables. Le nucléaire aujourd'hui, c'est la première source de production d'électricité bas carbone dans l'OCDE. Pour tout vous dire, ça représente 10% d'électricité bas carbone dans le monde. C'est 2 fois plus que l'éolien et 5 fois plus que le solaire. On a besoin non pas de remplacer l'un par l'autre, on a besoin d'additionner pour se débarrasser des centrales. Pour arriver à 50-50, c'est ce qu'on appelle le mix énergétique, 50% d'énergie renouvelable et 50% d'énergie nucléaire. Vous dites, le problème, il y a une alternative? Non, ce que je dis, c'est qu'il est très important de voir ce qu'est aujourd'hui la production d'électricité dans le problème du carbone. Et là, c'est très important, parce qu'en France, c'est simplement 5% de notre problème du carbone. Absolument. Donc il faut vraiment relativiser cette question, parce qu'on a l'impression que le nucléaire va être la solution sur le problème climatique, alors que notre problème climatique, il est sur le déplacement, sur le chauffage, etc. Il n'est pas du tout sur cette question, on va dire, secondaire, qui est la question de la production d'électricité. Et à partir du moment où on produit déjà suffisamment, et la centrale de Fessenheim, elle est déjà largement compensée, je parle par rapport à Fessenheim. Maintenant, il va falloir continuer de développer ces énergies renouvelables et d'abord faire sobriété. Yannick Rousselet, on va écouter justement nos amis allemands, Omar, qui ont fait un choix définitif et radical. Oui, l'Allemagne a renoncé à l'énergie nucléaire, annonce faite en 2011 après la catastrophe de Fukushima. On écoute la chancelière allemande Angela Merkel. D'ici 2022, nous allons progressivement renoncer à l'énergie nucléaire. Ce chemin est un grand défi pour l'Allemagne, mais il représente aussi d'énormes responsabilités pour les générations suivantes. Voilà, la chancelière allemande Angela Merkel, Yannick Rousselet. On réduit le nucléaire. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que on fait tourner les centrales à charbon à plein régime. Pas du tout. En Allemagne aujourd'hui, très rapidement parce que il y a vraiment une diminution considérable aujourd'hui de la production de carbone en Allemagne. Pas du tout. Oui, ils ont un grave problème avec la lignite et le charbon, et comme nous, on a un grave problème avec le nucléaire, et il va falloir qu'ils diminuent cette part du charbon. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Valérie Faudon vous répond. Yannick Rousselet, au-delà de leurs objectifs. Valérie Faudon vous répond. Donc, il faut
voir que le marché, de penser l'électricité au niveau français, ça n'a plus aucun sens. On est aujourd'hui dans un réseau électrique interconnecté au niveau européen. Ça veut dire que la concurrence de la centrale de Fessenheim, c'est pas les renouvelables. Le système électrique européen, les renouvelables sont toujours prioritaires, ils passent en premier. Ensuite, c'est le nucléaire, ensuite, c'est les centrales à charbon et à gaz. Ça veut dire que le jour, quand Fessenheim va s'arrêter, donc en ce moment, et puis pour le deuxième réacteur au mois de juin, la production de Fessenheim sera remplacée par les centrales à charbon et à gaz. Elle est déjà remplacée par le renouvelable. Pas du tout, parce qu'on est sur un système, une plaque électrique européenne. Donc fermé en plein milieu d'une Europe qui dépend encore énormément des centrales à gaz et des centrales à charbon, fermer un moyen de production bas carbone, c'est complètement aller à l'encontre des objectifs de décarbonation de l'électricité. Pascal Blanchard, dites-nous, pour vous, est-ce que la sortie du nucléaire, c'est inexorable ou pas? La sortie du nucléaire, en tout cas, on voit bien que ça ne peut pas être une affaire de spécialistes, ça ne peut pas être une affaire, quelque part, d'un équilibre à trouver entre les solutions, ça peut être une affaire politique, ça peut être qu'un choix. Parce que par définition, le choix, quel qu'il soit, il a des contraintes. Vos voisins sont d'accord. Vous venez de le dire tous les deux en vous écoutant, et c'est très pertinent. Vous l'avez dit aussi, je trouve que c'est très important de dire que quand on ferme une centrale, on ne tient pas compte assez du choc social, par exemple. Fessenheim, ça va être un énorme problème. Absolument. On ne tient pas assez compte de la dimension européenne, et on sait que dans l'Europe ex de l'Est, il y a des centrales qui sont des catastrophes atomiques, c'est le cas de le dire. On ne tient pas assez compte du risque d'une centrale atomique, parce que je pense que la démonstration n'est plus à faire. Si une centrale est peut-être moins polluante, elle est 10 fois plus dangereuse ou 1000 fois plus dangereuse. Allez dire ça au Japon en ce moment, où, à mon avis, dans quelques pays comme l'Ukraine, je pense que vous allez avoir du mal à convaincre les gens qui vivent à 10 km, 50 km ou 100 km. Attendez, je termine. Par contre, c'est donc le politique qui va décider. C'est-à-dire que le politique va devoir décider. Ce qui s'est passé en Allemagne, c'est ce qu'on appelle une décision politique. C'est un moment, on arrête et on tend vers autre chose, comme font certains pays nordiques, comme font certains autres pays dans le monde, qui sont en train de chercher, et c'est compliqué l'alternative. L'alternative, elle oblige d'avoir des politiques publiques, d'y mettre des moyens financiers, de repenser la vie des territoires, et donc peut-être aussi d'arrêter de vendre de l'électricité aux autres, comme la France en Europe. Valérie Faudon, un petit mot, et Yannick Rousselet, très rapidement. Je vais répondre sur cette question du risque, parce que je vais dire quelque chose qui va peut-être vous étonner, mais le bilan de la catastrophe de Fukushima, c'est 1 mort et 1000 personnes déplacées. Vous ne parlez pas des poissons, vous ne parlez pas du littoral, et vous ne parlez pas d'Inter. Allez manger des champignons, allez manger des champignons, vous allez voir. Je voudrais finir ma phrase, c'est que les centrales nucléaires peuvent en effet tuer en cas d'accident, mais le charbon, il tue en état de fonctionnement normal. Les centrales à charbon européennes... Vous avez une mitrailleuse ou un pistolet? Dont on n'arrive pas à se débarrasser, elles tuent aujourd'hui tous les jours parce qu'elles relâchent dans l'air des particules fines du SOx et du NOx. Mais l'un, Tchernobyl tue aussi. Tous les moyens pour se débarrasser des centrales à charbon. Yannick Rousselet, l'avantage du nucléaire, c'est qu'il offre une disponibilité importante. Il est là, il est disponible. Contrairement aux énergies renouvelables, les énergies renouvelables, il faut du vent pour ce qui est de l'éolien. Absolument. Il faut du soleil pour ce qui est du solaire. Donc, il faut des trous pour enterrer le nucléaire. Ce sont les limites des énergies renouvelables, Yannick Rousselet? Non. C'était la limite. C'était la limite. Aujourd'hui, on travaille énormément, en particulier sur le stockage. Par exemple, on invente aujourd'hui des systèmes qui marchent très très bien, ce qu'on appelle les steppes. Vous savez, vous remontez de l'eau au moment où vous avez de la production éolienne et solaire, et puis vous la faites redescendre au moment où il fait nuit et où ça va moins bien. Donc, il y aura besoin de ce stockage, et ça fonctionne. Est-ce qu'on peut maintenant, oui, je vous prenais cet exemple-là. Deuxième élément très important, c'est de plus en plus prédictible. C'est-à-dire qu'on devient évidemment de meilleur en meilleur au point de vue de la météo, des prévisions, et on sait gérer un parc qui est interconnecté aujourd'hui de manière extrêmement importante. Et à côté de ça, regardons le nucléaire. La moyenne de réacteurs à l'arrêt, qui s'arrêtent pour des raisons, au fait, de vieillissement et d'arrêt inopiné. Valérie Faudon, qu'est-ce que vous dites justement en 2017, l'équivalent de 6 réacteurs à l'arrêt toute l'année. Qu'est-ce que vous dites justement sur ce vieillissement du parc qui est inexorable? Alors pas du tout, puisqu'en fait on parle de Fessenheim qui donc s'arrête à 40 ans. Il faut voir qu'aux États-Unis, sa grande sœur, dont elle est le modèle, fonctionnera à 60 ans, et que les premiers réacteurs américains ont été autorisés à fonctionner 80 ans. Pourquoi? C'est parce qu'on fait d'énormes travaux à ces passages qui s'appellent les visites décennales pour changer les composants, pour rajouter des systèmes de sûreté. Donc aujourd'hui... Mais on ne changera pas la cuve, on ne changera pas l'enceinte de confinement. Aujourd'hui, c'est bien simple. L'autorité de sûreté nucléaire en France, elle a tous les pouvoirs. D'abord, elle fait des inspections tout le temps. Elle fait une 1000 inspections, en effet, sur les sites nucléaires, dont beaucoup inopinés. À chaque fois, une lettre de suivi qui est en ligne. Et c'est elle qui peut autoriser. Donc, on aurait pu poursuivre Fessenheim. On aurait pu poursuivre Fessenheim. L'autorité de sûreté nucléaire, qui a exigé beaucoup de travaux à Fessenheim, quand même 280 millions d'euros, après ces travaux, avait jugé que la centrale de Fessenheim était une des centrales les plus sûres de France. Voilà. Jean-Mathieu. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on a les moyens justement d'entretenir
ce parc? Et parce qu'on sait qu'elles arrivent aujourd'hui, elles sont vieilles aujourd'hui ces centrales. On nous parle de l'EPR depuis, c'est un serpent de mer. EDF aujourd'hui, 70 milliards de dettes. C'est une entreprise que si elle était privée, elle était en faillite. Aujourd'hui, elle est maintenue à flot totalement artificiellement. EDF ne va pas pouvoir entretenir les centrales, les remettre à niveau avec cette histoire de prolongation de l'autre 40 ans. En même temps, elle dit qu'elle va investir dans des nouveaux réacteurs, alors qu'elle a un EPR qui devait coûter 3 milliards, qui en est arrivé maintenant à 4 fois le prix, à 12 milliards. Un EPR qui aurait dû fournir de l'électricité en 2012, et maintenant on nous dit probablement en 2023. 2022 chargement, pas d'électricité avant 2023. Celui qu'on a été fabriqué en Finlande, il devait produire de l'électricité en 2009. On vient d'apprendre qu'il a encore... En même temps, Yannick Rousset, on voit quand même les réticences des Français, je suis désolé, sur l'éolien. On voit qu'à chaque fois qu'il y a un parc éolien qui va s'installer quelque part, eh bien, il y a une fronde. Alors, il faudrait regarder un peu plus près qui organise cette fronde. Et vous allez voir derrière comment le lobby nucléaire organise cette fronde. Alors, est-ce que c'est le lobby nucléaire, Valérie Faudon? Pas du tout. Et quand on interroge les Français, ils disent qu'ils veulent de tout. En fait, ils veulent des énergies renouvelables et ils veulent du nucléaire. Parce qu'ils veulent du nucléaire, parce que c'est une grande industrie en France. Et puis parce qu'ils savent bien sûr que pour faire tourner un TGV, que pour alimenter des grosses usines. Vous savez, il y a 500 sites industriels aujourd'hui qui sont directement sur le site à haute tension. On a la meilleure électricité aujourd'hui en Europe pour les industries. Et la moins chère ou pas? Absolument. Les Allemands, ils payent leur électricité, les ménages allemands, 70% des ménages français. Donc quand on dit que c'est les taxes finalement qui gèrent le prix. Donc quand on dit, aujourd'hui, le nucléaire, en fait, il coche toutes les cases. Parce que les grandes préoccupations environnementales, c'est le climat, la pollution de l'air, la biodiversité, et il est noté sur toutes ces préoccupations environnementales avec des notes très élevées. Toutes les cases sauf une. C'est la seule énergie que nous léguons à nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, puisqu'a priori, ce sera jusqu'au 22e siècle, au mieux, qu'on pourra savoir comment traiter certaines centrales qui ont été fermées, et la mécanique va durer des milliers... Attends, je veux juste terminer là-dessus. C'est pas une énergie qui, pour les générations futures, est une énergie qui est rassurante au moins sur un point, un tout petit point, mais qui n'est pas un petit point de détail, c'est comment on va enfouir, et avec quelle certitude, car ça produit quand même quelque chose, au-delà de tout ce qu'on a dit, qu'on ne sait pas aujourd'hui traiter. Mais le changement climatique, c'est pas les générations futures, monsieur. Le changement climatique, c'est les générations d'aujourd'hui. On a déjà fait le coup du changement, c'est maintenant. On l'a eu en politique, ça ne marche jamais. L'urgence climatique, non, urgence. Mais arrêtez l'urgence climatique. Si on prend en main l'urgence climatique, c'est pas pour laisser à nos enfants une problématique qui ne sera pas d'ordre climatique, qui sera d'ordre de pollution de la Terre avec un produit qu'on ne sait pas traiter aujourd'hui. Vous savez ce que dit le directeur de l'Agence internationale de l'énergie? Il dit aujourd'hui, l'urgence climatique est telle qu'on n'a pas le choix de prendre les outils qu'on aime et les outils qu'on n'aime pas. Il faut utiliser. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux. Merci à tous les deux. Merci Omar. C'est un débat passionnel, comme ça on en a dans notre pays, donc on continuera d'en parler, et notamment sur ce plateau. Mais il est l'heure de retrouver David Castello-Lopez et ses questions toujours intéressantes. Ce soir, est-ce qu'une année de chien vaut vraiment 7 ans pour un être humain?